Et l'invité ce matin, c'est vous, Patrick Point, bonjour. Bonjour. Vous êtes addictologue et si nous vous recevons ce matin, c'est puisque nous sommes en plein Dry January. Alors mon accent est un peu à couper au couteau, mais c'est le mois sans alcool qui a débuté en 2013 en Angleterre, si je ne dis pas de bêtises. L'objectif, c'est de sensibiliser, faire attention à sa santé. Est-ce que ce mois sans alcool fonctionne en France ? En tous les cas, il est suivi un peu partout. Je ne sais pas si ça fonctionne dans le sens qu'on peut déterminer l'efficacité précise avant et après. Est-ce que ça a un impact majeur sur les consommations des patients qui sont malades? Je n'en sais rien. En tous les cas, ça a un impact et ça permet de réfléchir, de faire une expérience autour de cette consommation d'alcool. Oui. Parce qu'effectivement, il faut le rappeler, l'alcool peut vite se transformer en addiction. La région est la troisième région qui consomme le plus d'alcool fort en France. Concrètement, quels sont les risques de l'addiction à l'alcool ? Alors, il y a plusieurs façons de voir l'addiction. L'addiction, c'est la phase ultime, c'est la perte de liberté de pouvoir s'arrêter. Avant, on consomme. Il y a un usage. Ce pas des usages qui sont toujours raisonnés. Il peut y avoir des usages pathologiques dans certaines pathologies ou certaines fragilités d'individus, mais l'addiction est vraiment cette perte de liberté, donc cet enfermement dans la consommation et cette difficulté à pouvoir s'en sortir seul. Voilà. Et c'est une vraie maladie. Alors justement, quels sont les signes avant-coureurs d'une consommation excessive ou d'une addiction à l'alcool ? Comment, si on est aux côtés justement d'une personne que l'on voit consommer beaucoup, comment peut-on savoir si c'est une addiction ou non et comment peut-on lui venir en aide en quelque sorte ? Alors, c'est peut-être ça, c'est la question du dry January derrière, c'est est-ce que je suis capable de m'arrêter ? Et poser la question et voir si cette personne-là est capable de poser des jours dans la semaine ou plusieurs semaines d'affilée sans avoir un besoin de consommer pour satisfaire à quelque chose qu'il faudra creuser derrière. Après, il y a d'autres consommations qui ne sont pas de l'addiction, mais qui posent aussi des consommations massives ponctuelles d'alcool, notamment chez les jeunes, avec des conséquences derrière. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais il y a des conséquences. Voilà. C'est à la fois ma liberté vis-à-vis de la consommation et les conséquences de ma consommation sur ma vie et mon environnement. Vous parlez de conséquences, c'est un vrai enjeu de santé publique parce que ça peut entraîner différentes maladies, dont des cancers. Alors je crois que c'est la deuxième cause de mortalité évitable par cancer, l'alcool. Donc le premier, c'est le tabac. C'est juste pour dire qu'il y a aussi un travail à faire sur le tabac. Mais l'alcool, c'est vraiment un fléau au niveau de la mortalité et au niveau des cancers. Donc oui, il y a un impact majeur sur la santé publique. Alors la difficulté, je suppose aussi, c'est de faire prendre conscience à la personne qui est donc addicte à l'alcool qu'elle l'est, réussir à lui faire prendre conscience qu'elle doit se faire aider, ce n'est pas simple du tout. Alors ça, c'est l'enjeu en fait. C'est prendre et amener la personne petit à petit à prendre conscience qu'elle a une problématique avec l'alcool. Alors, il y a plusieurs niveaux de motivation et degrés de motivation dans le soin. Mais on voit surtout des personnes qui sont dans le déni en disant mais non, moi j'ai pas de problème, tout va bien docteur ou tout va bien chérie, j'ai pas de problème avec ça. Les amener petit à petit à prendre conscience qu'il y a un problème, ensuite une fois qu'ils ont pris le problème, les amener à essayer de travailler un chemin personnel pour essayer de s'en sortir. Et justement, cette prise de conscience, elle vient de quoi ? Elle vient des amis, de la famille, des proches ou du corps médical aussi qui peut réussir à faire prendre conscience de cette chose ? Je crois qu'on est bien humble. Je pense que c'est plutôt les amis et l'entourage qui sont d'abord le premier vecteur de questionnement. Et puis l'individu aussi peut très bien se confronter aux règles, à la justice, à la perte de permis, à peu importe la manière dont on est questionné, l'important c'est de s'en saisir et d'en faire quelque chose derrière pour changer. Alors comment ça se passe une fois qu'on a pris conscience du problème ? On passe au sevrage, entre guillemets, aux soins. Concrètement, comment on fait pour réussir à sevrer quelqu'un ? D'abord, il faut aller voir un professionnel. Je pense qu'il y a quelque chose, si on n'y arrive pas soi-même, si on arrive soi-même à s'arrêter, à se mettre à distance, à questionner, heureusement, il y a plein de gens qui ne viennent pas en consultation parce qu'ils ont un excès de consommation d'alcool. Maintenant, quand on n'arrive plus à s'arrêter, oui, il faut aller voir un professionnel et aller demander de l'aide. C'est pas évident d'aller parler de ça. Alors, il y a les médecins généralistes qui peuvent être des premiers relais. Je pense que ce sont des acteurs principaux dans l'organisation et la filière de soins. Après, effectivement, il y a des spécialistes, il y a des experts et il faut savoir aussi les solliciter à un moment ou à un autre. Est-ce qu'il y a des facteurs qui peuvent, entre guillemets, aggraver la consommation d'alcool, à la fois le milieu social, la santé psychologique, psychique de la personne, qui peuvent l'entraîner dans une consommation excessive ? Alors, on a de tout temps, depuis très longtemps, cherché s'il y avait des profils types de ceux qui allaient consommer plus. Voilà. Il y a des
facteurs génétiques, on arrive à en retrouver. Il y a des facteurs environnementaux, effectivement. Il y a des facteurs personnels, des fragilités. Tout ça, ça se mélange, ce qui fait qu'on n'a pas de type. Alors, ça touche toutes les classes de la population, hein. On a je suis des patients qui sont CSP+, et des gens qui sont véritablement à la rue. Donc voilà, il n'y a pas de profil type. Alors si on veut se faire aider sur le territoire de la Vendée, justement, si on ne sait pas vers qui se tourne-t-on en premier? Vers un addictologue, vers son médecin généraliste, vers des associations? Alors, il y a un peu de tout. Il y a le médecin généraliste, je pense qu'il faut le mettre au cœur de la plateforme d'orientation de la filière de soins. Après, il y a deux grandes filières. Il y a une filière hospitalière et une filière associative. Les associations qui sont les XAPA, c'est un espèce d'acronyme dont je ne saurais dire exactement la signification, sont des lieux où on peut avoir une première évaluation et une entrée dans le soin. Et il y a les consultations addictologiques hospitalières aussi, où on peut aller taper et être reçu par une infirmière, un infirmier, un psychologue ou un médecin. Je reviens donc sur ce mois sans alcool. En 2022, c'est 24% des Français qui disaient tenter l'expérience de ce mois sans alcool. C'est un bon moyen de sensibilisation, justement, cette période, ce mois de janvier, juste après les fêtes en plus, où parfois il y a un petit peu d'excès, il faut le dire. Bon, c'est un moyen, c'est un outil. Il faut le prendre comme tel. Il faut s'en saisir aussi comme un moyen de se questionner personnellement, parce qu'on peut très bien avoir une vision un petit peu lointaine de sa propre consommation et se dire, moi, je vais me tester. Voilà. Et ça peut être intéressant. Après, quand on est malade, quand on est dans la pathologie addictive, je ne crois pas que ce soit un outil thérapeutique majeur. Mais pour le commun, je pense que c'est très, très bien. Et puis, juste après les fêtes de Noël, pourquoi pas, ça questionne. Est-ce que la prévention est suffisante sur cette thématique justement de la consommation d'alcool, ou est-ce que le fait aussi que la France soit productrice de boissons alcoolisées de manière conséquente peut parfois freiner un petit peu cette question de la prévention? Il y a eu plein de débats là-dessus, je ne rentrerai pas là-dedans, mais effectivement, on n'est pas très bon en France pour travailler toute la prévention. Mais ce n'est pas que pour l'alcool, hein, c'est pour plein d'autres pathologies. Je pense qu'on a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Ouais. Est-ce que du coup, vous remarquez une augmentation de vos patients sur cette thématique-là ces dernières années, ou est-ce qu'au contraire, on est plutôt sur un bon schéma? Alors quand je lis les chiffres, moi je suis addictologue hospitalier, donc je vois des malades. Quand je regarde les chiffres, il semblerait que ça baisse un petit peu chez les jeunes en consommation. Ce que je vois, ce n'est pas tout à fait la même réalité, parce que je vois des gens qui ont déjà une problématique grave liée à cette consommation. Je vois de moins en moins, ça c'est mon expérience, de patients qui ont l'unique problématique alcool. Il y a souvent une association avec d'autres produits, c'est très complexe, et ce n'est pas que l'alcool, ou si c'est l'alcool, c'est après une histoire avec d'autres produits, l'alcool étant le produit final d'une consommation multiple. Merci Patrick Point d'être venu ce matin, ça passe toujours très vite cet Oui. entretien. Donc dans la matinale pour parler du mois sans alcool et donc de cette addiction à l'alcool. Merci de votre venue. Je rappelle que vous êtes addictologue donc au CHD de La Roche-sur-Yon.